C'est encore une histoire de virus que nous allons vous raconter, mais pas celui auquel vous pensez. Une menace invisible qui se propage à toute vitesse et partout. Il y a 8 mois, la mairie de ce village dans la Loire a été victime d'une attaque informatique. Mais alors que le maire s'apprête à nous la raconter, Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? On vient de nous dire que notre site internet vient d'être hacké, on est piraté. Vous avez demandé ce qui se passe? Au départ. Oui Myriam, c'est Kamel, là. Dis-moi, je viens d'apprendre qu'on vient d'être hacké au niveau de notre site internet, donc il ne faut surtout pas qu'ils mettent des informations dessus, parce qu'on risque d'être vérolé. Donc on vient de l'apprendre, je t'avoue que ça commence à faire beaucoup pour cette année. une fois encore, tous les services de la mairie sont instantanément paralysés. Coup de chaud et vent de panique, d'autant que l'assistance téléphonique parle une langue étrangère. Vous pouvez par exemple mettre en place un fichier HT Access qui va bloquer l'accès à toutes les IP. Vous m'avez dit HT Access et l'autre mot que vous avez employé? Vous pouvez modifier le droit des dossiers. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? On fait quoi avec nos sites? Mais il y a des données importantes dessus? Disons que ça peut être un accès à nos réseaux, quoi. À notre boîte mail, par exemple, de la mairie. Ah, On peut jeter un œil, vous pouvez nous montrer ce que ça donne là, le site Ah ben non, il internet. faut surtout pas l'ouvrir. on est parasité dans le boulot, quoi. On fait que ça, quoi. Il y a ras-le-bol. Je suis dépité, c'est-à-dire qu'on remplit plus nos missions, quoi. C'est-à-dire qu'on va courir maintenant à faire d'autres choses que de faire ce qu'on a à faire habituellement dans notre quotidien. Vous avez l'impression d'être particulièrement pris pour cible? Je sais pas, ou c'est une malédiction, ou alors c'est peut-être, est-ce que c'est les mêmes qui nous ont envoyé leur virus en janvier, qui se disent tiens, on va voir ce qui se passe, ou est-ce que c'en est d'autres? Des pirates informatiques qui frappent où et quand ils veulent. Cette mairie n'est pas la seule à en avoir fait les frais en 2020. Au revoir. 16 mars, une guerre invisible est déclarée contre le coronavirus. Au même moment, s'ouvre un autre front inattendu. Au centre de lutte contre les criminalités numériques, ces gendarmes spécialisés assistent à l'explosion de la cyberdélinquance. Cet écran vous donne une idée de toutes les tentatives d'attaque, toutes les tentatives d'intrusion informatique à travers le monde. C'est permanent. C'est quelque chose de permanent. Mairies, particuliers, multinationales ou PME, les pirates ne font pas de quartier. Le confinement a entraîné un nouveau mode d'organisation, notamment avec le télétravail. Et le télétravail a entraîné ou a révélé en tout cas des failles dans les structures informatiques de pas mal d'entreprises. 500 000 nouveaux virus chaque jour, plus qu'une vague, une déferlante. Oui, allô, bonjour monsieur. L'appareil du C3N, vous avez cherché à me joindre? Oui, très bien, merci beaucoup. On est confronté à ce problème-là depuis la nuit de vendredi à samedi. Depuis 3 jours, un groupe de presse régional est bloqué par un virus. Les pirates demandent 3 millions d'euros pour rétablir la situation. Il y a énormément de choses qui sont impactées et auxquelles on doit répondre. Ouais. Enfin là, celui-là est costaud. Oui, non, effectivement, celui-là est vraiment particulièrement virulent et c'est pour ça que ça ne sera pas de trop après de finir nos efforts sur celui-là. On verra comment ça va se goupiller sur la suite, mais en tout cas, ça veut dire que vous étiez une cible de choix. Bon, très bien. ça flatte notre ego, mais ça ne résout pas le problème. Ouais. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Eh ben, de rien, bon courage à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. Derrière ce logiciel malveillant, c'est un groupe criminel qui cible les gros poissons et donne du fil à retordre aux cybergendarmes. Vous disiez c'est un malware qui est costaud? Oui, non, particulièrement virulent. Dans le sens où là, il a commencé en septembre 2020. Et depuis ce temps-là, il a ciblé effectivement que des grosses boîtes françaises dans un temps très court. Il doit être à peu près à une dizaine d'attaques
Et avec des sociétés comme Ubisoft, Jeffco, là on a... Il y a encore, c'était qui, Soprasteria aussi. Des grosses sociétés. Donc voilà, des grosses sociétés et même des sociétés connues dans le domaine de la sécurité informatique. Tous égaux face aux pirates. Vous n'y connaissez rien en informatique? Ça tombe bien. Cette histoire est pour vous. Elle vous concerne. Vous pourriez un jour en être une des victimes. Une histoire de braqueur où le monde est une banque à faire sauter. Selon une étude britannique, les cybercriminels auraient amassé un butin de 1300 milliards d'euros l'année dernière. 3 fois plus que le trafic de drogue. Pour le FBI, il a gagné sa place sur la liste des cybercriminels les plus recherchés. Il y a les petites frappes et les gros bonnets. Salut les gars, c'est encore moi et ma petite Lamborghini qui s'est fait un nouveau camouflage. Ces braqueurs millionnaires ne reculent devant rien. L'usine géante Tesla a été victime d'une cyberattaque. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri, même pas les puissants. Des hackers affirment avoir volé des informations très sensibles concernant des stars. Ils réclament 42 millions de dollars de rançon. Les cybercriminels font de nouvelles victimes chaque jour. La première phrase, c'est « Je ne peux pas payer 80 000 $, mais je peux vous proposer 5 000 ». Et ils s'en prennent à de nouvelles cibles vulnérables. Les hôpitaux. Le CHU de Montpellier a subi une importante attaque informatique. Pacemakers, IRM, défibrillateurs peuvent désormais tomber entre leurs mains. Certains lancent l'alerte. Et du coup, on peut faire penser au médecin que le patient va bien alors que ce n'est pas du tout le cas ou inversement. Qui sont ces pirates et d'où viennent-ils? Quels sont leurs modes opératoires? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour s'enrichir? Trouver des pirates, ça nous a pris beaucoup de temps. Le milieu est verrouillé et si vous n'êtes pas hacker, personne ne vous parle. Pourtant, on a fait comme il fallait, en passant uniquement par des messageries sécurisées. On a insisté et on nous a mis en garde. Ou alors on s'est moqué de nous, difficile à dire. Je ne vous conseille pas d'enquêter sur ce monde. Personne ne vous dira toute la vérité. Vous feriez mieux d'effacer cette conversation pour ne pas être considéré comme complice. On travaille sur un grand projet. Le monde est en danger. En infiltrant les forums, nous trouvons l'adresse de certains pirates et nous tentons notre chance sur place. Bonjour. Monsieur. Ouais. Vous me voyez là en fait? Ouais. Je suis journaliste, je voudrais vous poser quelques questions. Ça vous embête de m'ouvrir la porte? Non. Et 6 mois plus tard, enfin une touche. Salut. Donne-moi 3 jours pour réfléchir à ta proposition. Une rencontre physique, c'est hors de question. Ce jeune pirate fixe ses conditions. Il portera un masque et modifiera lui-même sa voix. Ok. Comment vous voulez que je vous appelle? Il a 23 ans. Quel nom? Il est étudiant. Pour lui, le piratage, c'est un loisir presque comme un autre. Problème. Il vole nos données par goût du défi. Simplement, je m'ennuie beaucoup. Et ça me permet entre guillemets, de me divertir autrement que par le sport, par exemple. Et c'est un peu un amusement pour moi. On va récupérer donc une base de données d'un site, on va trouver une faille sur un site, comme des adresses mail, des mots de passe, des noms d'utilisateurs. Qu'est-ce que vous faites des données que vous avez récupérées? On a des sites qui nous permettent du coup de vendre à qui on veut. Je ne cherche pas à savoir qui fait quoi, avec quoi et pourquoi. Je me mêle jamais de ce que font les autres.
Des données volées sur des sites de commerce en ligne qu'ils revendent sur le Darknet. Le Darknet, c'est le marché noir des cyberdélinquants, accessible seulement aux initiés. Nous avons réussi à approcher un oiseau de nuit qui carbure au maté, une boisson énergétique. Son surnom, Xylitol. Son passe-temps, traquer les cybercriminels. Chez lui, il a tout l'attirail et les connaissances de ceux qu'il chasse au quotidien. Ça, c'est mon serveur. Et donc sur tous ces disques, en fait, il y a tout mon parc de virus. C'est là-dessus que je les stocke. C'est une banque de virus, en fait. C'est une banque de virus. Elle sert tout simplement à ce que je puisse les analyser. Et puis si j'ai besoin de les récupérer, je sais qu'ils sont là. Donc j'ai juste à les chercher dessus. Dans ces serveurs, une centaine de milliers de virus informatiques sont répertoriés et stockés. C'est en quelque sorte l'ADN des pirates, leur signature. Mais là, t'aurais de quoi faire tomber certains hackers. Oui. Xylitol a tout du justicier de l'ombre. Son tableau de chasse est impressionnant. Il a identifié et localisé plusieurs milliers de pirates partout sur la planète. Et dans le milieu, il ne s'est pas fait que des amis. T'as déjà reçu des menaces? Oui, j'en ai déjà reçu, ouais. On va te retrouver, on va te ligoter, te jeter, machin. Et les plus classiques, c'est on va t'envoyer du crack, on va appeler la police, enfin, ce genre de choses. Menacé par certains, courtisé par d'autres. FBI, armée américaine, services secrets de pays étrangers feraient appel à ses services. C'est un mail que j'ai reçu du FBI qui voudrait en savoir plus sur un malware, donc il me demande si je pourrais lui envoyer tout simplement. Le FBI, par exemple, a essayé de te recruter? Oui, ça date d'un petit moment déjà, ils ont essayé de me recruter, mais j'ai jamais donné suite. Avec la France, ça t'est pas arrivé? Ça m'est jamais arrivé avec la France. Et tu me le dirais si ça t'était arrivé? Non. Xylitol est devenu maître en infiltration dans une zone de non-droit, le Darknet, là où les contacts se lient entre pirates. Là, on va aller visiter un forum tout simplement pour voir ce qui se vend sur les marketplaces un peu noirs. C'est un forum qui est payant ou qui se fait par cooptation, donc c'est difficile de rentrer dessus. Comment t'as fait du coup pour y avoir accès? En piratant d'autres pirates tout simplement et puis en piquant leur compte. Xylitol cherche les informations à la source. Sur ces forums par exemple, où tout s'achète et tout se vend. Les services, les données, les accès. Ça, par exemple, c'est une personne qui vend tout simplement ce qu'il a réussi à pirater. Il vend un accès dans une boîte française, je sais pas, c'est peut-être un hôpital, c'est peut-être une clinique, on sait pas trop. Le titre de son topic, vente d'accès à des gouvernements et puis des sociétés. Des villes en Italie, des accès à des sites de mairie, je sais pas. Le gouvernement du Connecticut, ils ont ça à $8 000. Toutes les informations n'ont pas la même valeur, ça dépend de qui t'arrive à pirater. Le Darknet, c'est aussi le pôle emploi des cybercriminels. Des gros réseaux y cherchent à grossir leur rang. L'un des plus actifs s'appelle R-Evil. Revil, c'est un ransomware. Un groupe basé en Russie. Qui fonctionne avec des partenaires, c'est-à-dire que tu as une personne qui est tout en haut, et puis cette personne, elle essaye de recruter entre guillemets des petites mains, donc c'est pour ça qu'ils postent des annonces sur ces forums-là, pour dire aux gens, bah, écoutez, on cherche des gens qui sont capables d'infecter des postes tout simplement pour nous. Et puis en contrepartie, vous toucherez une commission si la personne infectée décide de payer la rançon. Ça, c'est une offre d'emploi en fait. C'est une offre d'emploi. R-Evil propose donc à ces nouvelles recrues un kit d'attaque clé en main. Un logiciel malveillant qui permet la prise d'otage d'un système informatique dans le seul but d'obtenir une rançon. Le groupe R-Evil attaque régulièrement la France. Lundi 20 janvier 2020, attaque massive dans le Grand Est. Plusieurs dizaines d'entreprises sont braquées au même moment.
À Dole, dans le Jura, une PME de maçonnerie, un cabinet d'huissier, un magasin de literie, et à l'autre bout de la région, le club de foot de l'AS Saint-Étienne, tous hackés par le groupe R-Evil. Personne ne veut nous parler. Être victime d'un rançongiciel, c'est visiblement un sujet tabou. On est arrivé le matin, il n'y avait plus rien. Mon collègue m'a dit on n'a plus de fichiers. Vous avez entendu d'autres entreprises dans la région qui vous ont dit nous on a eu le même problème? Quasiment toutes les entreprises. Vous avez eu une demande de rançon ici? Comme tout le monde en fait. C'était quoi, 700 000 €? Non mais c'était pour tout le monde la même en fait. En fait tout le monde a eu le même message. 700 000 €, c'est aussi la rançon que le groupe R-Evil a demandé à la petite mairie de Saint-Paul-en-Jarret dans la Loire. Celle que nous avions filmée au tout début de notre enquête. Ce matin-là, c'est la douche froide pour la directrice des services. Elle découvre que le serveur de la mairie a été neutralisé à distance par les pirates. C'est ces serveurs comme celui-ci qui a été vérolé. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'aucune donnée n'est sortie de chez nous. Tous nos fichiers Excel, tous nos fichiers Word, courrier, tous les fichiers qui étaient à l'intérieur ont été cryptés. Il était possible de les récupérer. Si on avait payé la rançon, il nous aurait donné un code de décryptage qui nous aurait permis, a priori, de récupérer toutes nos données. Salaire, permis de construire, subventions, tout est bloqué. La mairie est prise en otage. Comme d'habitude, j'allume mon ordinateur et je cherche à accéder à un dossier. Et là, en ouvrant le dossier, c'était pas possible de l'ouvrir, il était complètement crypté. Et puis un petit message associé, c'était en anglais, et ça expliquait que le dossier avait été crypté et que pour le décrypter, il fallait contacter tel site internet. Mon collègue qui s'occupe de l'informatique m'a dit « Ah ben on a tous été comme ça attaqués par un cryptovirus ». Le compte à rebours est lancé. La mairie a 2 jours pour payer les 700 000 €. Si elle refuse, tous ses dossiers seront détruits. Du coup, je vous envoie le mail le plus vite possible. Isabelle Favier-Vergne appelle en urgence Xefi, l'entreprise qui s'occupe de gérer son informatique. Le standard est en surchauffe. On a commencé à avoir pas mal de clients de sociétés qui nous appellent pour dire qu'ils ne pouvaient plus travailler. C'était plutôt intense. Au bout d'1 heure, on était à 120, 150 appels. C'était beaucoup plus que d'habitude. Chez ces experts, c'est un peu mystère et boule de stress. Les informations de ses clients sont-elles perdues? Le patron veut s'assurer que son data center n'a pas été touché par l'attaque du groupe R-Evil. La majorité des entreprises qui ont perdu leurs données risquent un dépôt de bilan dans les années à venir, dans les années qui suivent. Perdre toutes ces données, c'est le risque de dépôt de bilan. Protégé comme un coffre-fort, le data center, c'est le Graal pour tout pirate. Ici, il faut badge, authentification, puis ils ont les contrôles caméra. Toutes les données de ses clients sont sauvegardées ici, dans ces serveurs géants. Ici, il y a du stockage avec de la messagerie. Donc, toutes leurs emails, etc. sont stockés ici. Il y a vraiment la vie de l'entreprise qui repose dans ces murs. Cette fois, R-Evil n'a pas réussi à s'infiltrer dans le data center. Mais pas de chance pour la mairie. Elle n'a pas choisi l'option sauvegarde. Trop cher. Sans possibilité de payer la rançon, 1 an d'information a disparu à jamais. Léa, est-ce que je peux vous interrompre 2 minutes? Oui. Aujourd'hui, plus de 10 mois après l'attaque, le maire et son équipe tournent toujours au ralenti. Si j'ai une collègue qui me demande son grand livre de 2019 pour savoir qu'est-ce qu'elle a dépensé en détail ou qu'est-ce qu'elle a eu en recette en détail, je suis incapable de lui donner. On a toujours des trous dans la raquette. Ne serait-ce déjà pour se projeter l'année prochaine, pour faire notre budget par rapport aux dépenses précédentes, on ne sait plus, donc on n'a plus de repères. On se réfère à l'année 2018, ce qui est un peu faussé, bien entendu. Les dépenses n'étaient pas les mêmes en 2018 qu'en 2019. Alors que faire face à ce genre d'attaque? Payer ou pas? En France, les autorités recommandent de ne jamais verser de rançon.
Pourtant, si les pirates se donnent autant de mal, c'est que ça rapporte, forcément. Près de Besançon, cette entreprise familiale a fini par céder au chantage de Art Evil. Nous, on est constructeur de maisons ossature-bois depuis une trentaine d'années. Tout est dessiné sur ordinateur, ce qui veut dire que si tout d'un coup on n'a plus de données, on ne peut plus faire tourner les machines, on peut plus fabriquer, on ne peut plus rien faire, quoi. Grégory Miotte-Duquet s'est retrouvé le couteau sous la gorge, une PME de 20 salariés à faire tourner et 70 000 € de rançon à régler en 3 jours. Mais lui a décidé de ne pas se laisser faire et de négocier. La première phrase, c'est « Je ne peux pas payer 80 000 $, mais je peux vous proposer 5 000 ». Ils nous répondent « 5 000, ça ne nous intéresse pas, c'est trop bas, on accepte 32 000 ». Donc déjà, ils passent de 80 000 à 32 000 dès la première négociation. Et ils me remettent « On est d'accord pour négocier sur la base de ce prix, on vous redonne 3 jours de plus pour payer », puisque bien sûr, en parallèle de ça, on a la deadline et puis le compte à rebours qui nous dit « Attention, si vous ne payez pas avant cette date, ben le prix va doubler ». Et ensuite, les négociations continuent. Moi, je suis resté sur les 5 000 tout le long. La négociation dure 3 semaines, 30 messages échangés. Le gérant demande des garanties. Puis-je vous faire confiance? Nous ne réattaquerons pas. Mais si ça se reproduit par hasard, on vous enverra un décrypteur rapidement. Pour faire baisser le montant de la rançon, Grégory Miotte-Duquet joue sur la corde sensible. Le côté petite entreprise familiale dans le bâtiment, en France, avec moins de 20 salariés, qui n'a pas la possibilité de payer plus que ça. On a eu un retour en disant « Ok, on vous comprend ». Et gentiment, après quelques tentatives supplémentaires, on arrive à se mettre d'accord sur les 5 000. Le versement se fera en crypto-monnaie. Les pirates tiennent parole en lui restituant les données. De cette négociation, il en reste un sentiment étrange. Le syndrome de Stockholm 2.0. Sur une durée de 3 semaines, il commence à se créer quelque chose. Je ne veux pas dire qu'on commence à comprendre l'agresseur, mais on se dit qu'ils sont dans une démarche. Des fois, je me disais, c'est un business comme un autre, quoi. Eux, c'est leur business. Alors, c'est illégal. C'est dommage pour nous. En même temps, ils profitent de failles d'un système qui s'il était parfait, s'il était bien en place, ne laisserait pas la porte à ce genre de choses. Est-ce que finalement, ce ne seraient pas les plus malins qui sont derrière l'ordinateur en ce moment, qui sont en train de me demander une rançon? Des PME souvent vulnérables, aux géants du BTP ou de la grande distribution, les pirates n'ont jamais fait autant de victimes. C'est au tribunal de Paris que les affaires de rançongiciel sont traitées. 290 dossiers en 2020 contre 140 en 2019. La magistrate Johanna Brousse mène au quotidien ses enquêtes, complexes, à la section J3. Et c'est toujours actif le serveur roumain ou il a changé de pays? Elle est aujourd'hui face à des réseaux aux ramifications internationales. Et on sait où il a migré ou pas? Qui, avec les rançongiciels, ont trouvé leur martingale. Pour une attaque sur un grand groupe français, par exemple, un groupe du CAC 40, ça peut se chiffrer à plusieurs millions, s'ils payent la rançon. Officiellement, personne ne paye, mais... Officiellement, personne ne paye. Mais la réalité est bien... Elle est autre, elle est bien plus complexe. Mais quand vous perdez 5 millions par jour, au bout de 2 jours, vous payez la rançon. Voilà, ça peut être des rançons qui vont jusqu'à 10 millions, hein, facilement. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Il est mieux rançonner de cette manière que de braquer une banque. Ah mais c'est évident. Ils auront moins de chances de se faire interpeller, parce qu'ils seront toujours dans leur pays. Et surtout, la peine sera moins importante. La grande majorité des rançongiciels est fabriquée en Russie.
c'est le territoire des grands réseaux cybercriminels, organisés à la manière de cartels. À Moscou, on trouve les meilleurs hackers du monde. Après plusieurs semaines de négociations, l'un d'eux accepte de nous rencontrer dans un parking de la ville. Vous ne verrez pas son visage, nous non plus. À aucun moment. On ne connaît que son pseudo, Dungeon Master. Vous savez, mon activité n'est pas vraiment publique. Montrer mon visage ne serait pas très malin. C'est bien mieux de rester discret. Dans le milieu, Dungeon Master est une petite main, un freelance employé par plusieurs groupes de pirates. Donc question sécurité, c'est ok pour vous ici? Ouais, c'est ok pour moi. Il n'y a que des gens de confiance ici. Dungeon Master a une spécialité: propager les virus que ses employeurs lui fournissent. Plus il infecte de machines à travers le monde, plus il gagne. Je travaille simultanément avec une dizaine de virus qui me rapportent de l'argent. C'est pas simple pour moi de faire des projections. Un jour, ça peut rapporter 0 et le suivant, des milliers de dollars. Donc en général, mettons que je touche minimum 200 dollars par jour. Ça donne quoi? Environ 6 000 dollars par mois. Sans les frais, ça fait 5 000 dollars net par mois. Dans un pays où le salaire moyen s'élève à 900 €, le pirate de 23 ans a la belle vie et il sait que ça va durer. La plupart du temps, si tu n'attaques pas des citoyens russes ou d'ex-URSS, tu n'as aucun problème. Car il est peu probable qu'un citoyen américain, par exemple, vienne en Russie pour porter plainte contre toi. Donc, quand tu es un hacker professionnel, si tu respectes cette règle et que tu ne quittes pas la Russie, tu ne risques quasiment rien. Sous certaines conditions, les cybercriminels russes auraient les mains libres. Dans le pays, ils ont mis en place une industrie du piratage à peine voilée, avec ses têtes d'affiche et même ses talk-shows. Tu vas porter ton masque? C'est pas très pratique le masque. Non, ça va, j'ai la cagoule. Ouais, la cagoule c'est mieux. On t'entendra mieux, ça coupe pas ta voix. Ce soir, Dungeon Master est invité par ce YouTuber. Sergei Pavlovitch est lui un repenti qui est passé par la casse-prison. À visage découvert, il présente aujourd'hui une émission qui fait la promotion de la cybercriminalité. Comment vous vous êtes connus? On était en prison ensemble. Non, c'est une blague. Son émission est suivie par plus de 200 000 personnes sur Internet. Salut à tous les amis, vous m'avez demandé plusieurs fois d'inviter quelqu'un qui connaît les virus et les techniques qui permettent de faire rapidement de l'argent avec. Donc aujourd'hui, j'y consacre l'émission « Comment monétiser, comment se protéger ». J'ai mon invité qui va vous parler de tout cela. Nous avons 9 espèces de virus. Comment on pourrait dire? Oui, des types de virus. Oui, avec chacun sa propre fonction. Les stealers, par exemple, volent des informations. Les keepers, eux, déforment les informations. Pendant 2 heures, Sergei Pavlovitch et Dungeon Master livrent le manuel du parfait cybercriminel. Mais après l'enregistrement, ils tiennent à nous préciser une chose. Pirater, c'est un vrai métier. J'ai été pendant 10 ans un cybercriminel. Et je ne peux pas accepter qu'on dise que c'est de l'argent facile. C'est rapide, oui, mais bon. Combien de temps tu travailles par jour, toi? Moi, ça dépend de mon humeur. Mais bon, 6, 12, jusque parfois à 16 heures. Voilà, donc c'est un boulot comme un autre. Mieux rémunéré, mais très risqué.
Son passé de cybercriminel, Sergueï Pavlovitch en est très fier. Il en a même gardé des traces sur la peau. Sa spécialité, le vol de cartes bancaires. Regarde-moi ces espions. Dans le jargon, on appelle ça un quart d'heure. American Express. Et en attendant que de meilleurs jours arrivent, Sergueï veille sur Dungeon Master comme un grand frère. N'oublie pas d'enlever ta cagoule dans la rue après. Hein. Sinon les flics vont t'arrêter. Un mec qui marche comme ça en cagoule. L'histoire de Dungeon Master, c'est celle de milliers de jeunes Russes. Et Sergueï Pavlovitch la connaît par cœur. Beaucoup des meilleurs hackers que je connais, ceux qui sont en prison aux États-Unis par exemple, viennent du nord de la Russie. L'Oural, la République Komi, Sykhrivkar, Oukhta. Dans ces régions du Nord, tu es tout le temps à la maison. Tu ne vas pas jouer au foot dans la rue. Donc ils ont beaucoup de temps libre. Et souvent, ils ont une formation technique qu'ils n'ont pas terminée. Et comme il n'y a pas d'ascenseur social, pas de perspective, alors ils deviennent cybercriminels. Sergueï, lui, est même devenu l'un des meilleurs au monde. Avec ses complices spécialisés dans le vol de cartes bancaires, c'était la vie de millionnaire. Je gagnais entre 50 000 et 100 000 $ par mois. Dans le monde des cybercriminels, on n'était pas beaucoup à gagner autant, vraiment pas nombreux, peut-être 100 personnes. Quand j'avais 21 ans, j'avais une voiture qui coûtait 50 000 $. Je passais aussi du temps avec d'autres cybercriminels sur des îles, en Espagne, aux Maldives et en Europe. Parfois j'y allais seul, même si je préférais y aller en groupe pour rencontrer les gens avec qui je travaillais. Pour gagner ses fortunes, à plusieurs reprises, Pavlovitch et ses complices ont ciblé des citoyens français. Et tant qu'ils respectaient la règle d'or, ne jamais attaquer la Russie, ils n'ont pas été arrêtés. Les pirates russes, c'est l'un des plus grands défis en ce moment pour les cybergendarmes français. Là, on rentre quand même dans un univers avec des lignes de code et voilà, le petit côté un peu geek. C'est des gens qui auraient pu être hackers s'ils avaient été de l'autre côté de la barrière. Comme certains hackers, on va dire, il y a eu effectivement une base commune qui est une appétence pour la cyber et une formation d'autodidacte. Bonjour messieurs. Dans ce service spécialisé, personne n'est autorisé à nous parler. La mission de ces agents, analyser les flux financiers, les sommes extorquées par les pirates. Tous ces points-là, ce sont des victimes. On voit que les rançons ont été payées et atterrissent directement sur un seul et même wallet. Wallet, c'est le portefeuille. Oui, pardon, c'est le portefeuille du criminel, donc en crypto-monnaie. Tant qu'il ne dépense pas son argent dans le monde réel, on n'a aucune identité sur le criminel en question. Donc là, on va essayer de chercher justement les points de sortie, de manière après à pouvoir avoir une identité derrière la personne qui va retirer les fonds en fait. Mais une fois le cybercriminel identifié, comment l'interpeller? Gendarmes français et hackers russes combattent-ils à armes égales? Je vais vous montrer cette interview qu'on a tournée, c'est un hacker russe. Ici, les hackers ne risquent pratiquement rien. Du moment qu'ils ne volent pas dans leur propre pays, donc la Russie, personne ne viendra les embêter. Est-ce que vous avez les moyens de les inquiéter, ces hackers? Ils ont l'air de se sentir complètement à l'abri. Alors là, on va... Parce qu'en fait, alors je sais pas s'il faut aborder le sujet ou pas. À la limite, il faut voir avec Paul son sentiment. Oui. Ouais. Ce sont deux hackers russes qui nous parlent. Mais quoi qu'il arrive, si tu es un hacker professionnel et que tu ne quittes pas la Russie, alors tu es en sécurité. Actuellement, il y a des premières tentatives d'approche et de coopération qui sont en cours avec justement les autorités judiciaires françaises et les autorités judiciaires russes. Donc on peut imaginer une vague d'arrestations ou en tout cas un coup de filet en Russie dans les mois qui viennent. Non, on est loin quand même de parler de coups de filet et d'interpellations en masse. Hein. Les hackers responsables de ces attaques sont difficiles à atteindre judiciairement.
les autorités françaises ne sont pas les seules à se casser les dents sur les hackers russes. Depuis plus d'1 an, le FBI traque cet homme, Maxim Yakoubets, 33 ans. 5 millions de dollars offerts à celui qui permettra sa capture. Derrière son physique de gendre idéal, c'est le boss Devil Corp, un réseau cybercriminel accusé d'avoir volé plus de 100 millions de dollars sur des comptes américains et anglais. Yakoubets fait partie des grands criminels du 21e siècle qui, en un coup de clé, en un clic de souris, frappent partout sur la planète. Pour le FBI, il a gagné sa place sur la liste des cybercriminels les plus recherchés. Yakoubets et les 16 autres membres d'Evil Corp recherchés par le FBI restent introuvables. Pourtant, sur les réseaux sociaux, ils ne font pas vraiment profil bas. Au printemps 2019, ils se filment au volant de leur voiture de sport. Une course en plein centre-ville de Moscou, sous le nez de la police, à presque 300 km/h. Parmi eux, Andrei Kowalski, 31 ans, l'un des membres fondateurs du groupe Evil Corp. Salut les gars, c'est encore moi et ma petite Lamborghini qui s'est fait un nouveau camouflage. Qu'est-ce que je peux dire? Putain, 3000 € sont partis comme ça, voilà, comme ça. Pour ne laisser aucun doute sur son activité, il a fait inscrire les lettres BOP, qui signifie voleur, sur toutes ses plaques d'immatriculation. Depuis 2 ans, cette journaliste d'investigation enquête sur le réseau Evil Corp et son chef, Yakoubets. Lilia Yarapova a pu localiser son quartier. Sur place, elle espère maintenant trouver son adresse exacte. Bonjour, vous avez déjà vu une Lamborghini de cette couleur ici? Oui, mais pas ici. Il est égaré là. Allez vers là. Voici donc l'immeuble où on m'a dit que Yakoubets habitait. Il est au début de la rue Bakrouchina. Et voici le café Chianti. Enfin, l'ancien café Chianti. D'après mes informations, c'est du sous-sol de ce café que Yakoubets gérait ses opérations. Selon la journaliste, Maxim Yakoubets est un manager ultra efficace. Il a divisé ses activités criminelles en différentes branches, comme dans une multinationale. Il y a ceux qui créent des exploits. Ce sont les programmes qui pénètrent et infectent les ordinateurs. Les autres, qui s'occupent des botnets. Eux, sont chargés de propager ce malware, c'est-à-dire le virus. Les autres, qui font du phishing, c'est-à-dire du hameçonnage, et aussi les pirates, chargés de faire prospérer le système d'affiliation. Et il y a les drops. Ce ne sont pas des spécialistes techniques, mais ils ont pour mission de retirer de l'argent via des distributeurs automatiques ou des cartes bancaires. Et ensuite, ils doivent transférer cet argent pour le blanchir, pour que personne ne soit capable de tracer les flux financiers et de remonter jusqu'à ce groupe de hackers. Une entreprise lucrative qui, selon Lilia Yarapova, prospère en toute impunité. En fait, en 2010, les services secrets russes vont faire une perquisition chez Maxim Yakoubets. À l'époque, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes, mais à la demande des Américains. À ce moment-là, ils coopéraient encore ensemble. Mais rapidement, l'enquête russo-américaine a commencé à piétiner, puis elle a arrêté d'avancer. D'après mes sources, au sein du FSB, quand les agents ont vu le jeune homme, ils se sont dit qu'ils pourraient coopérer. Et dans ce genre de coopération, le FSB ne peut évidemment pas embaucher des hackers. Donc l'idée, c'est de les garder à l'œil, de les laisser faire ce qu'ils veulent et de s'en servir, mais uniquement quand ils en ont besoin. D'après le FBI,
Evilcorp remettrait au service secret russe toutes les informations récoltées pendant leur piratage. De l'espionnage de pointe et à moindre frais pour le Kremlin. En 2017, au cours d'un mariage grandiose filmé comme un show télévisé, les liens entre Maxim Yakubets et le pouvoir se resserrent. Le pirate épouse Aliona Bendersky. Le père de la mariée est sur les images, Edouard Bendersky, ancien des forces spéciales russes. Et le voici en 2012, photographié aux côtés de Vladimir Poutine. Je pense que Maxim Yakubets pourrait aller tranquillement à une soirée au Kremlin et personne ne réagirait. Aujourd'hui, c'est plus qu'une simple coopération. Il a accès à des informations classifiées que seuls des agents du FSB peuvent consulter. Concrètement, ça veut dire que ce hacker, ce cybercriminel, est un prestataire quasi officiel du FSB. En fait, c'est l'un des leurs et il n'aura jamais aucun problème. Impossible de vérifier jusqu'où s'étendent les connexions entre les pirates et les autorités russes. Sûrs de leur puissance, les cartels du numérique exploitent un nouveau filon, une cible particulièrement vulnérable, notre santé. États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne et chez nous, en France. Un hôpital victime d'une cyberattaque à Marseille. Le CHU de Montpellier a subi une importante attaque informatique. L'enquête se poursuit sur le piratage informatique de l'hôpital de Rouen. Le 15 novembre 2019, des pirates réclament 300 000 € de rançon. Les serveurs de l'hôpital sont bloqués, les services tournent au ralenti pendant 10 jours. La direction a refusé toutes nos demandes d'interview. Alors, sur place, nous avons insisté. Est-ce que vous avez des autorisations? Mais nous n'étions pas les bienvenus. Je reste sur la fin de non-recevoir de ma directrice générale, qu'on ne communiquera pas et que vous n'êtes pas autorisé à réaliser des images au sein du CHU. Le seul qui a accepté de nous raconter l'attaque, c'est ce syndicaliste. On peut parler de l'attaque? Oui, c'était le branle-bas de combat dans les services. Le personnel obligé de courir partout, vraiment obligé d'aller à la pêche aux informations. Tous les systèmes de soins par informatique, les admissions, les bilans, enfin tout était bloqué. Donc du coup, tout était à l'ancienne, au papier, au crayon. On nous a dit qu'il y avait des gens, comme je disais, des gens de Paris, entre guillemets, qui sont venus justement pour gérer cette crise-là, parce que là, même là, ça dépassait nous aussi, nos services informatiques. Et du coup, là, après, on s'est dit, là, il y a quand même quelque chose. Pour que des gens comme ça viennent à notre secours, c'est qu'il y a un problème quand même. Dans les 1300 hôpitaux publics français, les coups de boutoir des pirates sont permanents. Et rares sont les établissements qui acceptent de parler de ce sujet sensible. Au centre hospitalier de La Rochelle, il n'est ni médecin ni infirmier, mais Jean-Marc Ponce est lui aussi chaque jour sous tension. Bonjour Alexandra. Bonjour Jean-Marc. Donc tu as reçu un mail. Bah oui, je t'ai appelé parce que j'ai reçu un mail là ce matin. J'ai pas ouvert, hein, je codais pas l'expéditeur, donc. T'as bien fait. Alors attends, on va aller ensemble dessus. Et là tu vois qu'à la fin, tu as un wixsite.com et ça n'a rien à voir avec Microsoft, ça n'a rien à voir non plus avec gouv.fr. Donc 100% frauduleux, donc tu peux supprimer d'office. La hantise de ce responsable du service informatique, ce sont des faux mails envoyés par des pirates. Il suffit qu'un des 4000 salariés de l'hôpital clique dessus pour que le virus se répande. Là, c'était voilà, l'euro-million, vous avez gagné le jackpot. Là, c'est un faux crédit agricole, avec donc un lien, qu'on passe la souris dessus, on voit bien que ça va quelque part sur Terre, mais tout à fait ailleurs qu'au crédit agricole. Toute la journée, Jean-Marc Ponce colmate les brèches. Notre relais de messagerie a détecté que quasi 61% des mails qu'on a reçus dans les dernières 24 heures étaient des mails indésirables.
De 19 000 messages, il y en a 11 000, quasiment 12 000, qui sont rejetés directement aux frontières de l'hôpital. Et malgré ça, il y a encore des messages qui arrivent aux utilisateurs. Il y a des messages donc, qui passent à travers les mailles du filet. C'est ça. Ben, on est toujours sous l'épée de Damoclès. Mais les pirates ont une autre tactique. Des logiciels qui leur permettent de scanner tous les appareils de l'hôpital pour y déceler une faille. Chaque ligne de code qui défile, c'est une tentative d'intrusion. On en a chaque jour des centaines de milliers, voire plusieurs millions. C'est comme dans un cambriolage, on vient taper à votre porte et on voit si vous êtes là, quoi. C'est ça. Ils cherchent quelles sont les portes qu'on a laissées ouvertes. Et donc, à partir de là, ils vont chercher quelles sont les vulnérabilités de ce produit. Ma foi, c'est vrai qu'ils ont fatalement un coup d'avance. C'est comme aux échecs, hein, les Blancs ont toujours un coup d'avance. Et ma foi, c'est eux qui ont la position des Blancs en matière cyber, quoi. Face à la gravité de la situation, un homme a décidé de donner l'alerte. Près de Clermont-Ferrand, Charles Blanc-Rollin gère la sécurité informatique de 6 établissements. Et pour lui, l'année qui vient de s'écouler représente un virage, un mauvais virage. La crise sanitaire a intensifié la partie vulnérabilité des établissements de santé parce qu'on a été obligé de mettre en place pour une partie du personnel du télétravail en urgence. Donc plusieurs portes ont été ouvertes dans les systèmes d'information et c'est vrai que ça a augmenté le niveau de risque pour les établissements. Selon lui, notre santé et nos données médicales sont menacées. Alors, chez lui, dès qu'il le peut, il teste la vulnérabilité des hôpitaux. Tout ce que j'utilise, voilà, c'est un ordinateur très classique. Presque un jeu d'enfant. Et des logiciels libres, donc téléchargeables par tous. Quelques minutes suffisent pour entrer en toute discrétion dans un établissement et voir sans être vu. En tapant un mot-clé assez simple, hein, clinique, je vais faire une recherche en France. Voilà, on trouve 5 machines qui sont en France et qui sont ouvertes. 5 machines détectées, ça paraît peu, mais ce qu'elles contiennent est une mine d'informations confidentielles. Donc là, on a accès au nom des patients, à leur date de naissance, on connaît le type d'examen, et puis là, on a la date de l'examen. Là, on sait qu'on a Michel qui est né en 1945, par exemple, Antonio en 1948. Et ils ont fait leur radio quel jour? Et ils ont fait leur radio aujourd'hui, le 24 novembre 2020. Et ça, on est d'accord, c'est en libre accès là? Ça, c'est en libre accès, ouais. Ces serveurs, ils devraient être accessibles uniquement sur des réseaux privés et pas être disponibles directement depuis Internet. Pour un pirate, les hôpitaux et les cliniques, ce sont des jackpots en puissance. Sur le Darknet, un seul dossier médical se revend entre 50 et 250 €. À l'échelle d'un établissement entier, ça fait donc beaucoup d'argent. À l'échelle de la France, la valeur du butin est estimée à 6 milliards d'euros. En France, ça se voit pas trop, mais dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, ces données, elles sont commercialisées. J'imagine qu'un banquier ou un assureur peut être intéressé par ce type de données, notamment. Des millions d'examens médicaux chaque jour. Des informations précieuses qui peuvent être revendues sous le manteau. Pire, les cybercriminels peuvent désormais pirater du matériel médical. À l'hôpital, les objets connectés sont partout. Comme cet IRM flambant neuf. Le dernier achat de Damien Prévost à la tête du service biomédical ici. Là, c'est un petit événement, ça. Alors ça, c'est un petit événement. C'est pas tous les jours qu'on a une livraison d'un IRM comme ça. C'est l'objet connecté par excellence, là. Oui, c'est un équipement qui est sur réseau informatique, qui communique, donc on génère de l'image dans ces équipements-là. Vous rentrez toute l'identité du patient. Nom, prénom, âge, etc. De l'imagerie médicale au bloc opératoire,
dans tous les services, le high-tech se propage. C'est le symbole de la médecine moderne, le gage d'une meilleure prise en charge des patients. Vous avez une station d'anesthésie, vous allez avoir la pression au brassard, vous allez avoir de la température, le rythme cardiaque. Et donc cette station-là, elle est interfacée avec un poste informatique que vous voyez là. Les blocs modernes sont clairement hyperconnectés. Depuis 5 ans, le mouvement s'accélère. En moyenne, il y aurait 6 objets connectés dans la chambre d'un patient, jusqu'à 12 dans une salle de réanimation. Mais il y a un revers à la médaille. Les objets connectés, comme ce pacemaker, seraient cybervulnérables. Le patient porte ce type de dispositif en sous-cutané, petite intervention et on vient le positionner. Et cet équipement-là, une fois posé, doit être programmé. Pour autant, c'est vrai qu'on est sur une technologie de communication sans fil. Quelque part, le sans fil, quelqu'un peut intercepter une liaison sans fil et puis s'amuser peut-être à décrypter, en tout cas un hacker, s'amuser à décrypter ces signaux-là et puis peut-être intervenir dessus. Est-ce que c'est la réalité ou de la fiction? On est plus proche de la réalité que de la fiction. Démonstration avec Charles Blanc-Rollin, notre lanceur d'alerte. Alors ça, c'est des moniteurs patients. Donc c'est ce qu'on peut retrouver dans des box de réanimation ou de soins continus. C'est le même matériel qu'on trouve à l'hôpital. C'est le matériel qu'on trouve à l'hôpital, c'est exactement ça. Ce dispositif est indispensable à la surveillance. Les soignants s'y réfèrent en permanence pour connaître en un coup d'œil l'état de santé d'un patient. Donc là, je vais faire ce que pourrait faire une infirmière quand elle va admettre un patient dans un lit. Donc là, je vais rentrer tout simplement le nom du patient. Il s'appelle Christophe aujourd'hui. À l'hôpital, il y a un moniteur dans la chambre du patient, un autre dans la salle des infirmières. Je vais placer mon doigt dans le capteur et donc du coup, on va avoir mon rythme cardiaque qui va apparaître à l'écran. Donc là, il affiche mes valeurs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les récupérer sur le second moniteur. Donc là, en fait, on voit bien sur les 2 moniteurs qu'on a les mêmes valeurs et tout ça transite en fait sur le réseau. Vous pouvez me lire vos valeurs là? Entre 70 et 80 battements par minute. Jusqu'ici, tout est normal. Mais Charles Blanc-Rollin va prendre la main sur la machine et se mettre dans la peau d'un pirate. Là, je vais le neutraliser. Donc là, il devient complètement inopérant. Je vais essayer de ne pas me planter. Maintenant, ce que je vais faire, je vais renvoyer des fausses valeurs au second moniteur. Donc là, j'envoie un enregistrement avec un rythme cardiaque à peu près 50 battements par minute. Maintenant, je peux changer et envoyer, par exemple, un rythme à un peu plus de 160 BPM. Et du coup, on peut faire penser au médecin, par exemple, que le patient va bien alors que ce n'est pas du tout le cas ou inversement. Un pirate aurait donc le droit de vie ou de mort sur le patient à cause d'appareils vulnérables. Vous savez qu'il y a des appareils aujourd'hui qui ont le même type de vulnérabilité et qui sont toujours... Tout à fait. Toujours en service. Ouais. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, oui. Quelqu'un de mal intentionné qui arrive à rentrer sur le réseau de l'hôpital, que ça soit physiquement ou que ça soit à distance par le biais d'un poste compromis, oui, pourrait réaliser le même type d'attaque. Ce qui est inquiétant, c'est que les médecins n'en ont pas forcément conscience, les directeurs d'établissements de santé n'en ont pas forcément conscience. Je ne sais pas si les autorités en ont vraiment conscience aujourd'hui. En piratant des objets médicaux, des cybercriminels pourraient prendre en otage des services entiers d'un hôpital. Et d'après la section spécialisée du tribunal de Paris, on a déjà frôlé la catastrophe. On a déjà eu des cyberattaques par ransomware dans des hôpitaux français où des services ont dû fermer, notamment le service de réanimation. Vous imaginez en période de Covid ce que ça peut donner. On est face à des criminels qui sont sans foi ni loi. Ils s'en prennent à des hôpitaux, ils s'en prennent à des universités, ils s'en prennent à des collectivités publiques. Les hôpitaux, ils sont aussi clairement dans la cible de ces cybercriminels. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que l'État français va payer.
On ne peut pas rester avec un hôpital paralysé, surtout en période de crise sanitaire comme c'est le cas maintenant. Combien de temps faudra-t-il pour que les cybercriminels se sentent enfin menacés? En 2019, les cybergendarmes ont saisi moins de 8 millions d'euros, une infime partie du butin. La cybercriminalité a eu le temps de s'installer, je dirais, sur l'Internet avant que l'on s'y attaque. Les hackers bénéficient de ce temps d'avance qui fait que nous avons une marge de manœuvre qui est encore conséquente. En décembre dernier, au tribunal de Paris, la magistrate Johanna Brousse a tenté de faire condamner un cybercriminel russe à 10 ans de prison, mais il n'en a écopé que de 5. La magistrate reste pourtant confiante. Je pense que dans les mois qui arrivent, on va arriver à interpeller de plus en plus et à faire juger de plus en plus. Et on va juger de mieux en mieux parce que les magistrats se forment et parce que les magistrats ont pris conscience de l'ampleur de ce phénomène. Depuis le début de notre enquête, en 56 minutes, 4 millions de tentatives de piratage se sont déroulées à travers le monde.